lutte contre l'insécurité alimentaire et on questionne justement le rôle des produits locaux comme alternative dans ce combat qui se veut un combat national pour ce qui est du Cameroun. On aura également l'occasion ce soir de parler encore des agressions à bord des taxis. On le sait depuis quelque temps, c'est une réalité pour tous les Camerounais, passagers ou chauffeurs de Yaoundé ou un jeune élève rentrant de l'école là à cause du mauvais état de la route, il traversait simplement la route, il s'est pris le pied dans un nid d'éléphant, il a fini avec le crâne un tout petit peu, bon, j'allais dire ouvert, et il faut interpeller une fois de plus les autorités à améliorer la qualité de nos axes routiers. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement, si c'est le temps d'un détour, et puis on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Première sur le plateau du Grand Soir, j'ai l'habitude d'inverser, mais ce soir j'ai décidé de vous accueillir en première. Vous êtes enseignant, bien entendu, c'est vrai que c'est dans plusieurs endroits, je vais me limiter à enseignant parce que les casquettes sont multiples et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. Bienvenue. Alors, merci beaucoup et tout aussi, n'est-ce pas, c'est un plaisir moi également de participer à votre émission pour la toute première fois. C'est un commun bac médiatique, mais vous en avez l'exclusivité. J'ai décidé de m'absenter pendant un moment, ne plus parler de politique pour des raisons qui me sont personnelles et que vous connaissez bien sûr. J'espère, n'est-ce pas, pouvoir m'atteler à dire du mieux que je peux et certainement sur ce que je suis. Il est un cadre du parti politique CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Ah, Sa Majesté Patrick Marius Ondondo. Je vais laisser le côté école puisque ça ne nous intéresse pas ce soir. Je m'intéresse aux militants du RDPC, le parti au pouvoir que vous allez représenter sur ce plateau. Merci de nous honorer encore de votre présence. Bienvenue. Merci Madame Rosalie de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. C'est toujours avec ce plaisir particulier, partagé, que je représente mon parti pour éclairer l'opinion publique sur les sujets d'actualité et pour davantage aider à améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie des populations. Et bien sûr, le président Jean-Colès Ndefo-Sokan, il est le président national du Sinester, le syndicat des transporteurs terrestres du Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau, président. Bienvenue. On va dire que le temps est lourd. Oui. La tension, elle est énorme et vous êtes au cœur de l'actualité en ce moment. Merci de nous honorer de votre présence. Merci beaucoup, Rosalie. Permettez-moi d'abord de saluer mes copanélistes qui sont tous enseignants. Ce métier sans lequel nous ne serons pas sur ce plateau, c'est grâce à eux que j'ai la possibilité et même la capacité de m'exprimer sur ce plateau. Je vous salue avec déférence. Je salue aussi les Camerounais qui nous regardent ce soir et vous me trouvez pratiquement dans la tristesse. Et vous savez très bien qu'il y a quelques jours, vous m'avez invité ici et je faisais allusion, n'est-ce pas, au cas d'assassinat dont nous sommes victimes. Je dois dire que ça continue de plus belle. Et sincèrement, nous sommes pratiquement déboussolés. Nous sommes presque comme sans boussole. On ne sait plus presque à quel sens se vouer. Quoi qu'il en soit, j'appartiens à un État qui a l'obligation d'assurer ma sécurité. Je crois que pendant l'émission... On va sûrement en parler tout à l'heure. Je le disais à l'entame, on va se prendre cette petite mise en bouche qui n'est pas très loin de ce que nous évoquons grâce à la dextérité de ma réalisation en haut à la diffusion. J'ai bien sûr Célestin Thomas. On aura ces images de ce jeune garçon qui rentrait de l'école il y a quelques minutes et dont l'accident a été happé par la caméra d'Ismaël, mon caméraman ce soir. Et pourquoi le jeune garçon essayait simplement de traverser, vous savez, nous on aime soigner tout en route. Il essayait de traverser la route lorsque il s'est fait prendre le pied dans un nid d'éléphant et pour les conséquences, il a donc heurté le crâne sur le goudron. Ça sont les images d'habillage. Voilà.
Il a heurté le crâne sur le goudron. Comme on aime bien au Cameroun, il a le crâne ouvert. Et puis, on essaie quand même tant bien que mal de faire le travail sur place, même si on n'y arrive pas toujours. Et du coup, ça remet à l'ordre du jour. Vous voyez, on a beau changer des trucs, le sang coule abondamment. Il rentrait simplement de l'école. La route n'est pas bonne. Président, on a envie de se demander, c'est quand on aura seulement des morts qui marchent et qui meurent qu'on va faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive au point où on traverse simplement la route, on tombe, on se fracasse au crâne, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous allez remarquer que beaucoup de nos routes aujourd'hui ne permettent plus d'aller à gauche ou à droite. Oui. C'est-à-dire, on zigzague. Voilà, vous zigzaguez sans trop savoir de quel côté il faut aller. Vous êtes complètement perdu. Et très souvent, les véhicules se croisent et ça aboutit, n'est-ce pas, au carambolage qu'on vit là. Maintenant, quand c'est notre petit enfant qui, n'est-ce pas, marchant simplement pour entrer à la maison, sûrement il est entré dans un creux qui n'a pas... Parce que sûrement un nid d'éléphant qui s'est creusé sans qu'il lui ne se rende compte. Parce que forcément, c'est une route qu'il emprunte de temps en temps. Et vous savez que là, vous pouvez passer ici, là, aujourd'hui, 2 jours après, vous vous rendez compte que le creux que vous avez laissé hier, c'est pratiquement métamorphosé pour devenir, au lieu d'être un creux, plutôt un puits. Donc c'est sûrement ce qu'a vécu cet enfant pour avoir pratiquement le crâne percé, le crâne ouvert. Et sincèrement, quand on voit cet enfant, ça fait simplement pitié. Vous voyez ça, que notre bébé sort de l'école et puis on soit en route, n'est-ce pas, à utiliser, n'est-ce pas, je ne sais pas, les moyens de fortune pour le soigner, pour empêcher que le sang ne coule à cause des questions de route. Bien, je voudrais savoir, c'est dans quel quartier, s'il vous plaît, je peux avoir une idée? Carrefour Acacia. Ok, je vois donc. Ok, je vois. Au Carrefour Acacia. Vous voyez, et vous savez très bien la publicité qu'on fait de ce côté-là. Je suis passé par Acacia l'autre jour. J'ai remarqué qu'au niveau du Carrefour Acacia, il y a un creux là, n'est-ce pas? C'est un creux qui vient de faire une victime. Voilà, c'est-à-dire que c'est un dallo. C'est comme si un dallo qui avait été enlevé. Donc il a mis le pied en profondeur. Et je me suis demandé que, attends, ce dallo-là, on va me dire que le maire, s'il remplace ce dallo-là, il sera poursuivi comme ces personnes disent, il est interdit à nous autres de remplacer de fermer les crevasses. Même au maire, non, soyons sérieux quand même. Bien, quoi qu'il en soit, on n'a que nos yeux pour pleurer, nos bouches, n'est-ce pas, pour gueuler infiniment, indéfiniment. Majesté. Non, il faut déplorer ce genre de situation. Comme je l'ai déjà dit, hein, les routes qui sont confectionnées au Cameroun, en ce qui concerne les routes ont une durée de 25 ans. 25 ans, mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la 25e année avant de commencer, n'est-ce pas, à faire... à contrôler, à ajuster. C'est ça. Avant de commencer à faire l'entretien programmatif. J'ai suivi ces 2 mots-là, c'est aussi entretien programmatif. Tout à fait. Donc, dans le cas d'espèce, on ne peut pas accuser les véhicules qui viennent ici au Cameroun parce que la plupart des véhicules qui viennent, ce sont des véhicules qui ont une certaine déjà durée, qui sont déjà des... En Afrique, les 80% des véhicules qui entrent en Afrique sont des vieux véhicules. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser le véhicule. On doit accuser, n'est-ce pas, la route qui n'est pas faite et qui, les gens doivent comprendre que une route qui a la durée de 25 ans ou 40 ans et 60 ans ou plus doit être régulièrement faite pour que les usagers, n'est-ce pas, ne puissent pas trouver ce genre d'accident. Il faut déplorer ce genre de choses. Situation. Oui, Hubert Volo, pourquoi vous souriez un tout petit peu? Vous êtes surpris d'entendre Majesté dire qu'il faut déplorer le travail qui n'est pas fait? Oui, en fait, je suis pas surpris, mais c'est un peu de la redite. J'ai écouté Majesté il y a moins d'une semaine dans une chaîne concurrente. C'était le même discours, en fait. C'est des échappatoires. Même si c'est des discours vrais. Moi, je ne mens pas aux gens, je dis la vérité. Donc, si vous considérez ça comme échappatoire, c'est votre problème. Dans cet échappatoire, il y a des choses évidentes. Je vais vous dire que j'ai la chance et la malchance d'être du côté où on a construit une nouvelle route. L'autoroute doit la Yaoundé. Ah là. Oui. Il y a un mastodome de rond-point qu'on a fait là.
cause les accidents quasiment chaque jour. C'est-à-dire que moi qui suis enseignant, mon établissement n'étant pas très loin de là, nous on sensibilise les enfants sur comment se positionner parce que ça a déjà fait. C'est un gros rond-point. Quand tu essaies un peu de questionner le sens de la grosseur de ce truc. Donc on a un gros rond-point et des petites routes. Ça c'est la première chose. Et la route, on appelle ça, le trottoir est envahi par la boue et par les herbes. Allez-y faire un tour. Comme votre bébé Célestin se balade avec la caméra, qu'il aille se balader de ce côté. Vous allez vous rendre compte que c'est mon bébé Ismaël qui a filmé. Bon, là, si c'est là, c'est l'autre. De toute façon, allez, qu'il aille faire un tour là-bas, vous allez vous rendre compte que une bonne partie de la route, de l'autoroute, qui n'a pas 25 ans. Justement, c'est pour ça qu'il dit que l'argument de la durée de la route ne tient pas beaucoup. Cette affaire crée, les motos glissent sur le goudron parce qu'il y a la boue. Maintenant, revenons du côté de Yaoundé 6. Yaoundé 6 est l'arrondissement de Yaoundé qui a le plus grand nombre de routes mauvaises. Et là, on parle d'Acacia. Il faut rappeler que la mairie de Yaoundé 6 est située à Acacia. Et vous savez que le maire de ce côté, je ne sais pas si les routes font partie de sa priorité. Mais je suis passé par là. On ne va pas faire un procès. Non, je ne fais pas. C'est pour ça que c'est une interrogation. Vous avez dit que c'est la commune qui a le plus de mauvaises routes. Oui, moi j'ai d'accord. Dans notre travail de veille, je me suis rendu compte que de ce côté, et vous pouvez faire l'expérience. Si vous partez de rond-point Mélène, au niveau de la mini-ferme, passant par Obili, par la GP. vous voyez ce qu'il y a là. Et on a travaillé cet endroit il y a 1 an. Allez, je fais un tour. Tout est dégradé. Je passe par là chaque fois. Allez, tout est bon. Quand vous êtes au niveau, par exemple, de l'entrée centre de handicapés, descendez là. Je vous donne seulement ce qui vient dans ma tête. Vous pensez que les enfants qui traversent la route peuvent vraiment échapper? Puisque non seulement tu dois contrôler les voitures qui viennent et qui descendent, tu es aussi obligé de contrôler le sol. Finalement, tu contrôles quoi? Et les enfants sont victimes. C'est un problème sérieux, la question de la route. Elles sont mal faites quand on décide de les faire. Elles ne sont pas entretenues quand on les a faites. Et malheureusement, ça pose son problème. Il y a plein de routes comme ça. Il faut bien que... c'est pour ça que je dirais que c'est un discours qui... C'est du déjà entendu. Oui, c'est du déjà entendu. Ça dure, il faut agresser. Mais c'est un problème de gouvernance. Dans la gouvernance, il y a la qualité de l'exécution du marché. Il y a le suivi de l'œuvre même, et il y a maintenant la durée de cette œuvre et son entretien, et puis penser comment est-ce qu'on peut justement renouveler une ou deux choses. Docteur Alphonse Binama, votre regard sur notre biscuit de ce soir? Alors, que dirais-je, Madame Rosalie? Je comprendrais effectivement ici qu'il y a un réel problème de mise en œuvre des politiques publiques. Je préférerais, n'est-ce pas, rentrer dans mon domaine parce que je suis politiste, politologue. Je veux comprendre que de la conception jusqu'à la réalisation des politiques publiques, il y a un hic. Et nous vivons aujourd'hui une situation plutôt déplorable parce que ce soit, n'est-ce pas, au niveau supérieur qu'au niveau inférieur, d'aucuns vont accuser d'autres. On évoquait ici le principe effectivement des compétences. En fait, des compétences. La route, n'est-ce pas, qui est destinée à la route qui est prévue d'être travaillée par la mairie. La mairie effectivement recuse cela et renvoie plutôt la faute au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui renvoie également la faute au maire de la ville. Voilà, au maire de la ville. Et au ministère des Travaux publics. Qui renvoie aussi au ministère des Travaux publics. Lorsqu'il y a donc au ministère des Finances. Au ministère des Finances. Lorsqu'on a donc ce chevauchement, n'est-ce pas, de compétences, ça crée un flou. Je pense, pour ma part, qu'il faudrait effectivement que chacun sache ce qu'il a à faire. Voilà. Et que, effectivement, les routes
comme les routes camerounaises, nous le déplorons, nous tous. Ça ne va pas, que ce soit ce qu'on appelle trivialement les axes lourds, que ce soit effectivement les routes urbaines, que ce soit les routes rurales. Vraiment, le problème, c'est partout. Donc, tout ce qu'il faut, c'est repenser effectivement la politique publique en matière effectivement des infrastructures routières au Cameroun. D'accord. On va donc poursuivre cette émission en demandant aux enfants d'être un peu plus prudents. Sachez désormais que vous n'avez pas qu'à regarder les feux ou les voitures. Il faut aussi regarder le sol. C'est un exercice. C'est un exercice. Mais c'est important. C'est très important. C'est un exercice, quand vous n'étiez pas soumis, quand vous alliez à l'école, on disait regardez à gauche ou à droite pour traverser. Maintenant, nous, on va rajouter, regardez également en haut ou en bas avant de traverser. Donc, à gauche, à droite, en haut, en bas. Parce que avec nos routes, c'est pas évident de se limiter à gauche ou à droite. Hein, parce que là, c'était pour regarder les voitures qui montent et les voitures qui descendent. Maintenant, le code de la route, c'est regarder. Mais c'est qu'on dit, on va seulement regarder. On regarde même en haut parce qu'on ne sait pas si on ne va pas regarder au sol. Moi, on ne dit pas. Il n'y a pas regarder au sol. On ne demande pas de veiller si le sol a un trou. Non, on considère que la route n'a pas de trou. Dès que vous êtes sur le passage clouté, on adapte le code de la route à la réalité. Je crois que c'est vrai que ce genre d'accident, n'est-ce pas, peut arriver, mais de manière générale, il faut savoir que le code de la route dépend beaucoup plus, n'est-ce pas, des usagers. Oui. Et regardez à gauche ou à droite avant de traverser. Que nos routes sont ce qu'elles sont. Hein. Donc on doit tenir compte. Nous sommes à... C'est pourquoi on leur demande les bébés, regardez aussi le sol. Dans des pays sous-développés. Et puis, lorsque vous parlez même des routes, parce qu'on ne peut pas ça. Non, c'était juste une parenthèse. On parle du jour. Je peux vous dire que vous n'avez même pas les moyens pour faire les routes ici au Cameroun. Vous m'étonnez. Quand vous parlez, quand vous posez... Vous inventez ce que dans le monde Est-ce que dans le monde moderne, vous n'avez même pas les moyens. Vous n'avez même pas les moyens pour faire les routes. Vous inventez pourtant. Mais réaliser les routes. Non, c'est parce que vous êtes soit dans la démagogie, dans les bouffes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire très attention. C'est parce que vous êtes un peu bête. Quand vous êtes coincé, j'espère que c'est pas à moi que ça se propose ça. Non, ce n'est pas ça. Je vous aujourd'hui, c'est le PPP. Vous ne pouvez pas dans votre public, dans le cadre d'une propagande politique. Sachez que les routes. Dès que vous prenez un cas sont mauvaises, vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Donc c'est souvent de l'enfumage. Il faut faire attention. Il nous écoute les téléspectateurs. Vous faites de l'assurance. Ça c'est ce que vous pensez. Sur le linéaire, n'est-ce pas, routier camerounais qui est de plus de 121 000. Qui est plus de 121 000. Il y a 11 à 12 000 ou à 20 000 kilomètres bitumés. Qui ne sont pas des routes, bien qu'ils soient bitumés. Alors, ce sont des routes bitumées. Ces routes, je l'ai dit dès l'entame de mon propos, les routes qui sont bitumées méritent, n'est-ce pas, être entretenues parce que une durée de route n'a pas une durée éternelle. Sa Majesté. Et comment vous voulez dire quelque chose? Tout ce que vous dites là, c'est que vous essayez d'avaler. Quand on vous dit des choses, et l'intelligence de comprendre. Même si vous êtes opposé à certaines choses, ayez la bonne foi et l'intelligence de comprendre. Une durée de route ne dure pas éternellement. C'est-à-dire que vous parlez de route, vous n'avez même pas les moyens pour faire une route. Oui, parce que lorsqu'on voit toutes nos routes, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la route que nous avons fait avec nos propres moyens? Vous avez le plateau dit des bêtises. S'il vous plaît. Parce que ce que vous venez de dire là, c'est la plus bêtise. S'il vous plaît. Mais là, vous venez d'entrer dans la bêtise vous-même. S'il vous plaît. Quelles sont les routes? S'il vous plaît. Mes bébés. Regarde à gauche. Donne-moi le nom d'une seule route. À droite, à gauche, à droite, à haut. Quand le sujet est le laisser. S'il vous plaît. Bébé Golo. Non, il vient de me s'il vous plaît, gardez vos gants. Rentrez dans vos gants. Majesté, respirez. Au Camerounais, vous ne pouvez pas laisser mentir. Respirez. La vérité. Maintenant, je répète. Ça ou pas? Respirez. La vérité. Les bouffes, moi, je déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes venu pour mentir. Je vous ai attrapé la main dans le sac. Majesté, s'il vous plaît, c'est encore au début de l'émission. S'il vous plaît. Ne me faites pas éclater derrière.
raté l'émission. Vous l'avez attrapé la main dans le sac. C'est incroyable. Mais bébé, je m'adressais à vous. Regardez à gauche ou à droite. Ça, c'est ce qu'on vous a appris à l'école. Maintenant, la mère vous demande de regarder également en haut et en bas. Parce que là, c'est pas le caillou qui va tomber d'un immeuble. Ça s'effondre de partout. Et le sol, là, il y a le creux et les dos d'âne. En attendant qu'on ait des routes qu'on peut construire, pardon, il faut regarder aussi le sol. Parce que si on doit vous ramasser avec le crâne explosé partout, nous, on ne va pas s'en sortir, nous parents. Vraiment, c'est la sensibilisation. On a appris à l'école qu'on regarde à gauche ou à droite les feux de signalisation. Nous rajoutons ce soir que regardez aussi le sol quand vous marchez. Voilà. Maintenant, nous, on va continuer avec l'émission. On reste sur les routes, hein, Président. On va maintenant s'intéresser au cas qui nous a rassemblés ici ce soir. On sait que les taximens se font agresser, les usagers se font agresser. Dans les taxis, ces derniers temps, c'est devenu récurrent. Ces derniers jours, hein, on parle d'une vingtaine, je dis ces derniers jours, de taximens qui ont perdu la vie dans ces agressions-là. On compte également en centaines les usagers qui chaque jour sont victimes. On ne sait plus à quel sens se vouer. Quand on voit un taxi se garer le soir, on ne sait plus si on doit fuir, s'arrêter. On en est arrivé à regarder les yeux des gens qui sont dans les taxis avant de monter. Ça fait peur. Alors la côte d'Alerte, je le disais tout à l'heure, est au rouge. Comment on fait pour sensibiliser, pour éviter d'être agressé? Je commence par là. Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent nous alerter? Est-ce qu'il y a un truc qui doit nous permettre d'esquiver les mauvais taxis, ou bien on est vraiment pris dans la mouille, quoi? Donc pour le moment, il n'y a rien qui peut vous amener à éviter un mauvais taxi. Ça, il faut le dire. Rien du tout. C'est-à-dire, la situation est très, très, très grave. Oui. Là, vous savez très bien que très souvent, on accusait les vrais taximens d'être des agresseurs, mais aujourd'hui, c'est les agresseurs qui empruntent un taxi, vont assassiner le taximan. Et l'assassinent pourquoi? Parce que le véhicule que conduit le taximan est sur GPS, et ils savent que si on le libère immédiatement sans l'abattre, il peut interpeller la police ou la gendarmerie rapidement, et on trace le GPS pour connaître exactement où se trouve et on les repère. Donc, maintenant, quand on t'a pris, il faut t'assassiner pour être sûr qu'on aura au moins 1, 2, 3, 4 jours d'agression urbaine, et on va aller abandonner le véhicule quelque part et chercher, n'est-ce pas, la prochaine victime. Au moment où je vous parle, ce matin, quand j'empruntais un taxi, parce que j'empruntais un taxi, dans le taximan me dit, c'est pas, donc, il a un appel, il dit, c'est pas vrai. Donc, Philemon est mort. C'est donc un taximan qu'on recherche depuis 3 jours. On avait trouvé le corps à Okola et le véhicule en Kouaban. Et que le GPS a pu tracer le véhicule du côté de Kouaban et le corps était du côté de Okola. Quoi qu'il en soit, depuis pratiquement 2 mois, nous sommes à bientôt 25 morts. Et je dois m'indigner ce soir pour dire que je ne suis pas d'accord avec les propos du commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé hier sur les antennes de la CRTV. Il n'est quand même pas possible qu'un monsieur d'une telle responsabilité, après près de 20 taximens assassinés, qu'il monte sur un plateau de télévision pour dire que c'est à peine s'il a les informations à ce propos. C'est quand même trop grave. Et il me semble que nous, quand on a constaté qu'on était pratiquement à 5, 10, nous avons saisi le DGSN, nous avons saisi le secrétaire d'État à la Défense, pour leur dire, recevez-nous, parce que tout se passe comme si les assassinats sont programmés, même planifiés. Il y a des psychopathes qui sûrement courent. Recevez-nous pour qu'ensemble, nous vous donnions, n'est-ce pas, notre vision de la sécurité. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été reçus par le DGSN. Le 7, nous avons fait recevoir par le colonel DCC adjoint, à qui nous avons essayé de remettre ce que nous connaissons, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe. Et nous avons été heureux de savoir qu'ils nous répondent que oui, ils sont informés de tout ce qui se passe. Mais d'où vient-il que le commissaire central numéro 1 de la ville de Yaoundé joue, n'est-ce pas, aux personnes qui ne sont pas informées du drame que nous sommes en train de vivre? C'est quand même très grave. Donc, moi je pense qu'à l'heure où nous parlons, le mode opératoire de ce psychopathe bandit est tel que
il est difficile pour le taximène de les éviter. Il faut que je vous le dise. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le chiffre 3 est un chiffre magique pour ces gens. Vous êtes peut-être au niveau de l'Embe. Il vous stoppe. Il vous dit, par exemple, amène-moi à Zamangwe pour une course 15 000. Vous voyez que c'est à l'échange. Vous voyez ça? Vous dites non. Donne-moi 20 000. Il dit non. Bon, je donne 17 500 francs. Donc, il joue celui qui discute un peu. Maintenant, quand vous dites que, ok, entre. Pendant qu'il vous stoppait, il était seul. Vous ne saviez pas qu'il avait quelqu'un stationné quelque part. Une fois que vous acceptez, il dit directement, oui, viens, il a accepté. Donc, il appelle directement quelqu'un d'autre. Oui, il a accepté. Alors, toi, le taximan, tu n'es plus intéressé par celui qui vient, mais pas l'argent qui t'a été versé. C'est-à-dire que l'argent, il t'a tellement fait une proposition qui fait que tu es intéressé par l'argent. La deuxième personne rentre. Quand vous arrivez maintenant de ce côté-là, ils ont un mode opératoire, ils commencent à téléphoner. Il appelle un troisième larron. Vous comprenez? Tu es quelque part niché. Au fur et à mesure que vous évoluez, la législation qui vous a donné, quand vous allez y arriver, ils vont dire non, c'est un peu à 500 mètres plus loin. Il y a toujours un surcroît de destination. Et c'est à cet endroit qu'est posté le troisième larron. Et quand vous allez y arriver, donc la communication qu'il faisait va être telle que quand vous allez arriver, vous allez dire, voilà la personne que je cherchais là. Quand ce troisième larron entre, qu'est-ce qu'on fait? Soit, avec le câble de frein, on vous lacère le cou, on vous tire à l'arrière. Vous comprenez? On vous tire à l'arrière et le troisième larron prend le volant. Le meilleur chauffeur, ils ont toujours le meilleur chauffeur. On vous amène à la malle et on vous couvre le visage. On vous amène dans un endroit inimaginable. C'est-à-dire que vous ne savez plus exactement où vous trouvez. Et quand ils arrivent là-bas, je ne sais pas comment ils font pour savoir que vous avez le GPS, mais je suis sûr qu'ils savent que la plupart des véhicules ont le GPS. Donc ils savent que pour réussir leur coup, il faut forcément qu'on vous assassine. Alors maintenant, quand on est à ce niveau, il me semble que quand nous allons vers la police et la gendarmerie, c'est pour nous dire exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la portion congrue ces assassinats. Et alors je vous parle, nous avons des solutions concrètes. Vous comprenez, Madame Rosalie? Au moment où nous parlons, la ville de Yaoundé, n'est-ce pas? Vous allez sûrement proposer le temps de permettre aux uns et aux autres de réagir également à propos de ces agressions dont vous parlez. Les taximens sont de plus en plus attaqués. On le sait, nous, on avait développé une logique qui voulait que nos agresseurs étaient les taximens. Et aujourd'hui, lorsque les taximens qui sont censés être complices de nos agressions sont également agressés, il y a de quoi se poser des questions. Alors, oui, je pense qu'en réalité, il y a une démission collective. La démission, d'abord, n'est-ce pas, de la part de l'État, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens, principalement. Et puis, la démission, effectivement, des citoyens eux-mêmes. Alors, la part de l'État, le problème est réel, c'est un problème criard. L'État, effectivement, qui a pour rôle principal la sécurisation des personnes et des biens dans un État, ne parvient plus à jouer effectivement son réel rôle, son vrai rôle. Donc, on constate effectivement cette démission, malgré le fait qu'il y a une multitude de caméras dans la ville de Yaoundé, n'est-ce pas? Des vols se font, n'est-ce pas? Des agressions se font à la va-tout. Et puis, effectivement, des plaintes, on arrive même à constater, on n'arrive même pas à pouvoir identifier, effectivement, qui sont des voleurs. À quoi c'est donc, effectivement, les caméras postées partout. Chaque année, il y a des milliers de policiers qui sont recrutés dans la fonction publique. Où est-ce qu'ils sont postés? Qu'est-ce qu'ils font exactement? N'est-ce pas, on suppute là-dessus. La démission également de la part des citoyens, c'est que le citoyen, en réalité, se sent en sécurité dès qu'il trouve une certaine paisibilité. Mais il oublie que nulle part on est en sécurité. Il faudrait effectivement implémenter, mettre en œuvre des propres moyens, n'est-ce pas, ses propres moyens d'autodéfense. Et cela passe d'abord, effectivement, par un certain nombre de réflexes. Généralement, on entre dans le taxi, on identifie d'abord déjà, est-ce que le taximan a le badge? Voilà. Et il y a plusieurs taxis ici aujourd'hui, on n'en voit plus. Si le taximan n'a pas de badge, on ne peut pas savoir, on ne peut pas pouvoir l'identifier. Donc avant de monter, vous regardez d'abord savoir si le taximan a le badge pour identifier au moins le numéro qui est là, que si on se fait agresser et on parvient à s'en sortir, on peut au moins, n'est-ce pas, aller vers les autorités. Alors je vous prends mon cas personnel.
J'avais une moto, je sais pas que vous connaissez. Elle a été volée. Elle m'a été volée quelque part. Je suis assis en train de prendre un pot quelque part. Et juste quelques minutes après que je me lève, je ne la trouve plus. Pourtant, il y a des caméras. Là. L'erreur était également de ma part pour la simple raison que j'ai des outils de sécurité. Mais j'ai laissé parce que je me suis dit que c'est à deux pas, je suis en face, voilà, ça va. Je suis en sécurité. Donc, il y a effectivement un certain nombre de réflexes que nous-mêmes les citoyens, nous devons adopter pour effectivement, pas éviter totalement, mais limiter. Voilà, la progression effectivement de ces agressions. Alors, mon cher Ibn Volo, votre regard, à votre avis, comment on fait? Elle lui propose qu'on soit un peu plus prudent, qu'on soit un peu plus regardant, parce qu'on a peut-être été un peu laxiste et dans notre façon de se comporter face aux taxis que nous rencontrons. Si vous avez des taxis qui n'ont pas de badge, ne montez pas. Si vous lorgnez et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'identification, ne montez pas. Vous ne pouvez pas dans la nuit marcher et puis monter dans un taxi qui n'a aucune information et être surpris d'être agressé. Mais maintenant, pour les taximens, moi j'ai pris un taxi qui a fait une telle remarque, hein, c'est-à-dire il m'a porté. Quelques mètres après, il y a quelqu'un qui a demandé à aller du côté des Toudi, quelque chose comme ça. Il a accepté. Le monsieur est monté à côté de moi. Un peu plus loin, il y a quelqu'un qui arrête et qui parle une distance un peu plus réduite, je crois c'est quoi, Tongolo, quelque chose comme ça. Il refuse. Et le monsieur de derrière, quand il avance, il dit, mais il a dit Tongolo. Il dit, oui, j'ai entendu. Mais il ne prend pas. On avance, on trouve un autre qui donne aussi une destination entre Tongolo et Toudi. Donc, ils étaient alignés pour remplir le taxi. Et il dit aussi à celui-là, non. Et on avance. Et le monsieur qui a dit Toudi pète un câble derrière. Il dit, mais tu fais quel quartier de taxi? Tu as déjà refusé Tongolo, tu as refusé machin, tu as refusé, pourtant c'est sur la ligne. Et lui de lui demander, c'est vous qui me dites comment je fais mon taxi, qui je prends dans le taxi maintenant. Et le monsieur s'énerve, il dit, non, si tu ne veux pas bien travailler, laisse-moi ici. J'étais dans le taxi. Voilà. Ça veut dire qu'on devait être agressé en principe. Voilà. Et il dit, dans ce cas, il n'y a pas de souci, il freine. Et le monsieur sort en bavardant. Et il claque la portière. Voilà. Il a dit que me paye au moins la distance. Je ne paie rien. Il dit, ok. Quand on démarre, il me dit, madame, ça c'est des bandits. Oui. Moi, désormais, quand je roule en soirée, si j'ai une même destination en rang, je ne prends pas. Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui s'organisent, ils s'interposent à une certaine distance, et puis tu remplis des gens qui sont en connivence, mais qui font comme s'ils étaient différents. C'est juste pour expliquer quelque chose que j'ai vécu. J'étais dans le taxi, le premier a donné sa destination, et les autres étaient vraiment, ça dit c'était 200 mètres, on trouvait un, 200 mètres, on trouve un, et ils étaient vraiment programmés. Si on les prenait, c'est la même distance. Moi, j'allais peut-être descendre innocemment à un niveau, mais lui, il aurait sûrement subi quelque chose plus loin. Donc, on est en train de décrire des situations qu'on vit, hein, il faut être regardant. Ou on m'aurait même moi-même fouillé un tout petit peu dans le taxi, là, avant de me laisser sortir. C'est des situations que nous vivons aujourd'hui. J'ai raconté encore dernièrement la scène du monsieur qui s'est agrippé sur un taxi en disant ce sont des voleurs parce qu'on l'a projeté hors de la voiture. Il s'est agrippé en appelant la population à l'aider. Personne n'a bougé. J'ai décrié cette affaire sur ce plateau. Il parle aujourd'hui des Camerounais qui semblent ne plus être en entente, en odeur de sainteté pour bloquer ce genre de choses. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'y mette, hein. On trouve des moyens pour s'y mettre. Oui, la refondation du Cameroun, c'est une question de mentalité. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui on parle de taximans. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Peut-être. Oui, il va avoir la dernière proposition. Mais c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Le collègue parlait tout à l'heure des badges. Mais vous savez que dans le domaine du taxi, il y a le lancement. C'est-à-dire que finalement, vous entrez dans un taxi, vous voyez un badge, le faciès que vous voyez, la photo que vous voyez sur le badge ne correspond pas à celui du chauffeur. Donc, dans le cadre du lancement, on n'a fait que changer de chauffeur, mais l'identité est restée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le propriétaire. Oui, je suis d'accord. Non, hein. Vous êtes dans une logique où vous entrez dans le taxi. Oh, oui. Dans votre vigilance, vous voulez quand même avoir le nom de celui qui vous conduit. Oui. Mais il a reçu, il y a eu, vous appelez ça quoi, la passe. Oui, la passe, oui. Oui, c'est-à-dire que le lancement, c'est le terme exact. Si celui à qui on a lancé, le propriétaire a lancé,
S'il arrive quelque chose, vous identifiez un individu, c'est vrai que c'est toujours une crasse, de toute façon. Voilà. Mais c'est important parce que quand on va remonter, il vous dira que ce n'est pas lui, mais il pourra savoir que c'est un tel. C'est un problème sérieux. On ne peut pas vivre en paix, en sécurité, quand on a des taximans qui sont soit eux-mêmes des bandits, ou encore qui sont agressés. On parlait de Zamingwe. Est-ce que vous pouvez imaginer la conséquence que les gens qui habitent Zamingwe, ces gens vont subir? Désormais, si un gars de Zamingwe se trouve à Olembe, dès qu'il dit taxi, laisse-moi à Zamingwe, mais les gars vont reculer. On dit on a vu le caillou. Oui, il est obligé maintenant, certainement, de prendre 3 taxis, même s'il a l'argent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive d'avoir Mokolo. Après Mokolo, il prend encore, et là, parce que c'est des points d'embarquement. Voilà un peu la psychose dans laquelle on se retrouve. C'est une question de mentalité. On ne dit pas qu'il n'y a pas le banditisme ailleurs, mais quand on est déjà dans une société où on a peur de se mouvoir. Je vais raconter une histoire. Là, vous savez qu'il y a des endroits connus où on arrache les téléphones. Les taximans vous le disent. Et moi, là, il a dit pratiquement maintes fois quand je vais en van, quand vous êtes dans le taxi, le taximan vous dit, monsieur, ne manipulez plus votre téléphone. À défaut, il vous demande de monter les vitres et vous bloquez la portière. Les gars sont arrivés au niveau où ils ouvrent la portière, ils prennent le temps de suivre, encore que là où ils vont, on ne les suit pas. Et le taximan me raconte donc au niveau d'un van, vers Santa Lucia, il y a une jeune fille qui a un bon smartphone, un iPhone, elle manipule, elle était certainement en train de chatter dans un petit souris, endormi. Et lui, très vigilant, il a vu le mouvement du gars qui s'est détaché. Et il a signalé à la fille et la fille a baissé le téléphone. Donc, il a perdu la visibilité sur le téléphone. Il est venu, il a giflé le taximan, le bandit. Et c'est encore, tu vas voir. Le gars était confus. Entre descendre du taxi, pour aller attaquer le jeune homme qui manifestement n'était pas. Mais voyez à quel niveau ils agressent même les gens qui veulent protéger. Et moi je pense qu'il faut, justement, le président appelait les forces de l'ordre à se mouvoir. Il faut davantage se mouvoir. J'ai vu un reportage hier, toujours à la chaîne nationale, où on a indiqué les axes où ils sont. Ils vont à Olembe, ils sont beaucoup plus du côté de carrière vers Bankolo là-bas. Ils sont en Simalène. Il faut que ces endroits soient davantage investis par les forces de sécurité. À défaut même, qu'ils soient là, dans une logique où, dans le renseignement. Le renseignement peut aussi travailler pour ce genre de situation. Vous savez qu'il est beaucoup plus activé dans d'autres choses, notamment sur des positions de pouvoir. Il faut renseigner, il faut infiltrer ce service pour savoir effectivement d'où vient-il. Est-ce que c'est des sorciers, c'est des zombies? Non. Ils se multiplient, ils font comment? Ils ont quelle vie? Quand ils prennent les voitures, est-ce qu'ils prennent seulement la voiture pour aller cacher? Comment ils font même comment ils font pour savoir qu'il y a le GPS dans la voiture? Ça veut dire qu'ils sont assez outillés. Ouais. Parce que vous pouvez avoir votre véhicule, vous avez le GPS, mais il y a des gens qui savent que dans ce véhicule, le GPS n'est pas quelque chose d'assez abstrait, c'est un dispositif technologique qu'on installe. Ils vont vérifier. Ils disent que c'est bon et puis ils enlèvent. Par exemple. Donc il faut vraiment que les forces de sécurité se mobilisent afin de nous rassurer. Sinon, on fait comment? Quand l'émission finit, vous allez faire comment? Il marche à pied, il prend plus le taxi. Dans les émissions qui finissent tard dans la nuit, on fait comment? On ne vient plus. Vous voyez, ça devient compliqué. C'est de ça qu'il s'agit. Majesté. Oui, vous voyez, Rosalie, le problème d'insécurité est un problème qui est assez animé dans les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, que ce soit ici au Cameroun ou bien ailleurs, il y a, n'est-ce pas, un phénomène d'insécurité qui fait partie des contingences qui font partie, n'est-ce pas, de la vie des grandes villes. Ici, généralement, on observe que à l'approche, n'est-ce pas, des fêtes, c'est souvent les fêtes de fin d'année, c'est souvent les fêtes de c'est un peu tôt, nous sommes jusqu'en octobre. Oui, mais ils sont en train de préparer
certainement. Mais ils sont plus violents que ça. Ils commencent très fort. Ils commencent très fort. Donc, il faut vraiment déplorer ça. Et je crois que les forces de l'ordre et surtout les forces de sécurité parce que dans la ville de Yaoundé ou dans la ville de Douala, les villes que nous connaissons, ou même que ce soit à Gawa ou à Bafoussam ou à Maroua ou dans les grandes villes, généralement à la tombée de la nuit, les forces de sécurité ont l'habitude de faire un cadrage systématique. C'est-à-dire il y a un périmètre de sécurité. Ici à Yaoundé, par exemple, le périmètre de sécurité tourne autour du centre-ville et les débouchés qui vont dans les villes secondaires. Et à Douala, c'est la même chose. Mais ces positions sont irrégulières, en fait. Ces positions sont irrégulières. Lorsqu'il y a les contrôles, ces contrôles sont irréguliers. Peut-être qu'il faut que les contrôles soient beaucoup plus intensifiés pour éviter, parce que les bandits ont beaucoup d'informations sur la position. Lorsqu'ils veulent opérer, ils savent quelles sont, n'est-ce pas, les routes qui sont disponibles. Ils ont un système de renseignement. Ils ont un système de renseignement. Lorsqu'ils veulent opérer, ils savent quels sont Mais je crois que c'est extrêmement difficile. Vous qui êtes à la tête du syndicat, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous devriez collaborer avec les commissaires de la ville de Yaoundé et de la ville de Douala, des grandes villes, Bafoussam, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, les grandes villes, pour Limbé, pour avoir une sorte d'attache, une sorte de solidarité, parce que le phénomène, il faut le dire, hein, les mototaximens, eux, ils sont en train de résoudre ce problème, hein, dans certains quartiers à Douala ou certains quartiers à Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils ont une chaîne de solidarité qui fait que dès qu'un bandit fait quelque chose, ils ont la possibilité de poursuivre le bandit, de l'arrêter. Et souvent, le bandit, on passe de vie à trépage. Ce n'est pas ce que je suis venu encourager. Mais je crois qu'il faut copier ce que les mototaximens... La solidarité? Oui, la solidarité. La solidarité. Il y a des taximens qui sont souvent solidaires. Et lorsqu'ils voient un autre taximen en danger, soit il poursuit le taxi, il le poursuit pour venir en secours au taxi. Mais on ne sait toujours pas si généralement le taximen qui conduit, s'il est de connivence avec les bandits. S'il est complice ou il est victime. S'il est victime. Donc il faut une plus grande solidarité entre vous qui êtes des syndicalistes, avec les forces de sécurité, dont la police dans les grandes villes. Et certainement que la surveillance du territoire, comment on appelle ça, les caméras de surveillance dans nos grandes villes ne sont pas là pour orner, n'est-ce pas, les grandes villes. Oui, ça veut dire qu'il faut davantage, n'est-ce pas, que les caméras augmentent. Je savais que l'an surpassé, la police camerounaise avait signé des contrats pour davantage avoir, n'est-ce pas, des caméras. Ce qui se fait à l'extérieur, parce que ce qui se fait par exemple dans la zone maritime avec les Américains, le Cameroun a un contrat et là-bas c'est bien couvert en ce qui concerne la surveillance, n'est-ce pas, de nos mers. Ici, je crois que la police a signé le contrat, je ne sais pas si c'est avec les Espagnols ou une société espagnole ou je ne sais pas quelle société, ou peut-être les Français, je crois, pour que les caméras puissent aider la police. Et il faut davantage... Comme le faire, quoi. Oui, mais il faut continuer parce que si vous baissez les bras, vous, les syndicalistes, ça va faire... ça ne serait pas bien. Il faut que vous continuez à solliciter les forces de sécurité pour que ça puisse se faire. Je vous le permets parce qu'il va clôturer. Merci. J'aimerais ajouter qu'en réalité, qu'est-ce qui pousse même des Camerounais, n'est-ce pas, à se muter en bandits et autres? Dites-nous. Je parlais effectivement ici de la démission principalement de l'État. C'est que nous sommes dans une logique de paupérisation effectivement de la vie. Et non seulement la vie est devenue très pauvre pour tout le monde, et elle est de plus en plus chère. Nous sommes à un niveau d'inflation, n'est-ce pas, qui a atteint effectivement... Collègue, je suis obligé de te couper. À ce niveau-là, vraiment... Permettez qu'il aille jusqu'au bout et puis vous pourrez rajouter. La pauvreté ne peut pas justifier... Je pense que associé avec l'oisiveté, n'est-ce pas, cela peut entraîner effectivement, c'est avec effectivement la consommation des stupéfiants. Voilà, on peut arriver
à ce genre effectivement de choses. Mais je me dis bien, si un Camerounais est occupé, si un Camerounais gagne bien sa vie, pourquoi se muterait-il, n'est-ce pas, en un bandit pour agresser l'autre Camerounais qui s'est débrouillé également? Vous avez l'impression que tous ceux qui n'agressent pas, c'est parce qu'ils vivent bien? Non, pas parce qu'ils vivent bien, mais parce qu'ils gagnent au moins leur vie et qu'ils parviennent, n'est-ce pas? Donc, gagner sa vie, c'est vivre bien. Intervenir parce que moi je veux dire quelque chose. Docteur Binam, gagner sa vie, c'est vivre bien. Si je gagne bien ma vie, je peux payer ma maison, je peux avoir un petit déjeuner, donc je peux manger normalement, En tout cas, je peux me mouvoir, je peux me soigner, Mais madame, je peux même épargner. Donc si je ne peux pas faire tout ça, ça veut dire que je ne gagne pas bien ma vie. Oui. Est-ce que ça fait de moi une voleuse parce que je ne gagne pas bien ma vie? Au-delà de ça, madame Rosalie, ce discours encourage ce qu'on appelle souvent les microbes. Oui, parce que le discours que vous faites est un discours alarmant. C'est pour cela que M. Ngolo a réagi directement malgré sa posture. On ne doit pas encourager. non, je ne C'est pas pour dire que la pauvreté, Quand vous avez écouté la description, la présentation du phénomène, tel que le président le faisait tout à l'heure, c'est un phénomène qui se déroule nuitamment. Oui. Ça demande un supplément de courage, de force, Oui. d'engagement. Oui. Que vous me disiez que cela est lié à l'oisiveté, Oui. à la popularisation, À la popularisation. ambiante. Je veux bien qu'on accorde. le stupéfiant, il a rajouté. Oui, le stupéfiant, parce que ce qui est clair, c'est qu'il faut un supplément De courage. d'énergie pour pouvoir ôter la vie à un individu qui ne vous a rien fait. Même quand il vous a fait quelque chose, ce n'est pas assez évident. Mais la pauvreté ne peut pas justifier. Il y a des choses que la pauvreté peut justifier. Mais le problème, c'est la déliquescence de la mentalité. C'est pour ça que nous, on parle de la refondation totale. Donc, la question de la mentalité. Et là, ils vous diront que ceux qui volent en haut volent. Nous aussi, on peut faire nos désordres en bas. Et ils font à leur niveau. Mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Parce que la pauvreté, si pauvreté, oui, celle-là est beaucoup plus mentale. D'accord. Rosalie, Je viens à vous, Président. vous savez, ces agressions que nous subissons aujourd'hui là ne méritent plus qu'on nous parle de démission collective. Nous sommes dans un état, notre sécurité appartient au gouvernement. Il y a quelques jours à Marseille, il y a un jeune garçon de 14 ans qu'on appelle tueur à gages qui a assassiné un monsieur. Il n'a pas fallu 15 minutes pour retrouver ce tueur à gages. Le Cameroun n'est pas une île. Les agressions au Cameroun se font, n'est-ce pas, du centre urbain vers la périphérie. Aujourd'hui, on a découvert 3 pistes de la mort. Au Kola, arrondissement de Kola, arrondissement de Lobo, arrondissement de Bankomo. Au moment où je vous parle, comme quand je l'ai dit, sûrement ils vont changer maintenant de piste. Aller plutôt maintenant ailleurs. Mais c'est une façon de dire quoi? Voilà une jeune dame qui vous stoppe en van et vous dit dépôt Simon Kamnomayos. C'est aussi un lieu. C'est-à-dire que ça, c'est la périphérie. Simon Kamnomayos. C'est à toi au taximan de proposer. Bon, pour l'amener à ne pas. Pour l'amener, n'est-ce pas, à ne pas à démissionner, réfléchir. tu lui dis bon, 10 000. Ah, tu es sûr que non, elle va refuser. En réalité, c'est pas, tu ne veux pas Tu partir. veux pas aller là-bas, tu dis 10 000. Tu essaies aussi le coup. On me donne, on me donne pas, je ne pas. Elle dit, oh mon frère, c'est trop cher, 7 000. Tu dis non, non. Moi, je vais rentrer, tu dis bon, 9 000 alors, ça va. Tu dis non, je vais. Ok, allons. Elle est seule dans le véhicule. Une bataille psychologique. Elle vous amène à Simon Kamnomayos, à l'intérieur là. Le temps, n'est-ce pas, de sortir de l'argent pour vous payer, c'est alors que les agresseurs étaient en embuscade. Et vous faites comment pour vous en sortir? C'est dire que maintenant, mon cher docteur, il faut qu'on dise au gouvernement qu'il est responsable de la mort de notre camarade qui est mort qu'on a découvert ce matin. Mon cher Hubert Volo. Son véhicule est en quoi banc? C'est le GPS qui a tracé ce véhicule. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire que le GPS à l'heure actuelle, qui est le concessionnaire GPS qui a saisi, qui a l'itinéraire? La voiture d'ailleurs est matriculée. Très bien. Donc, les caméras de surveillance. on peut suivre. C'est où? On peut suivre. À l'heure actuelle, si la gendarmerie et la police sont incapables de nous dire qui était dans ce véhicule,
Alors là, on a franchi le Rubicon. C'est inacceptable. Et tout c'est trop. Dès ce soir, je vais prendre mes responsabilités. Il faut parler sans casser. C'est ça que... Dans l'émotion... Dès ce soir, voilà. Il faut que la police gendarmerie camerounaise nous dise qui sont nos assassins. On ne peut pas courir dans un pays comme 2 mois. Je vais te dire, Rosalie, j'en ai mis une radio de la place. Je le sais. Il y a un taximan qui appelle à l'antenne. Il dit, quelqu'un m'a pris à Olembe. Il m'a dit, Zamangoui, il y a un endroit à Zamangoui qu'on appelle dépôt de bois à Zamangoui. Ils étaient deux. Arrivé à dépôt de bois Zamangoui, il dit que non, c'est devant là-bas. La troisième personne réussit, n'est-ce pas, à entrer et on le braque. On l'amène et en chemin on lui demande, tu es d'où? Il dit d'où il est. Et ça coïncide avec l'origine, n'est-ce pas, des agresseurs. Les agresseurs, n'est-ce pas, le libèrent et vont, n'est-ce pas, commettre des forfaits avec ce véhicule qui est sur GPS. Ça alors. Le GSO a réussi à retrouver les trois bandits. Ils sont où? Ces gens sont où? Ils ne sont pas arrêtés. Je dis que le GSO les a arrêtés. Donc tu ne veux pas comprendre. Ou tu as compris. Ils sont où ces gens? On les a arrêtés, mais ils sont... On les a exploités comment? Bonsoir, président des Fossoquins. Vous parlez des usagers qui ne savent plus où aller dans la rue. Vous savez où va le pays? C'est une situation générale. Donnez-moi un seul secteur d'activité qui marche aujourd'hui au Cameroun. C'est M. Zigli qui fait la remarque. Autre réaction enregistrée ce soir, Madame Rosalie. Bonsoir, s'il te plaît, maman. Faire revoir... Non, franchement, on va éviter... Bonsoir la mère, merci de dire à vos invités de ne pas parler au même moment. Non, ils n'ont pas parlé au même moment. Arrêtez d'apprêter des messages jusqu'ici. Personne n'a parlé au même moment. Voilà. Donc, non, même quand on donne de déranger, c'était pas... Je connais quand même mon plateau. Il y a les jours où on ne s'entend pas parler quand même. Là, on s'entend parler. Le sujet est tellement important qu'on n'a pas besoin de se marcher dessus ce soir. Bonsoir, Madame Rosalie, sans oublier les panélistes du Grand Soir. La mise en bouche vaut vraiment la peine. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Ne coule jamais. C'est Hervé du 7e arrondissement de Yaoundé qui nous écrit. Bonne suite à vous. Dans la police. Non, le 7e arrondissement. Il parlait de la mairie et les routes. Okay. Il a dit la mise en bouche. Ça veut dire que la femme qui a cassé la tête. Le problème de route. Bonsoir la Rose d'Info TV. Je crois que pour débusquer ces meurtriers, il faut mettre le GPS dans la voiture. On vient de dire qu'il y a le GPS même dans ce qu'on a créé. Et la parier avec le téléphone de son épouse ou un membre de la famille avec qui on vit pour tracer le taxi dès le soir quand à une certaine heure. On ne voit pas le chauffeur taxi. C'est l'ecclésiaste Léonce depuis Berthois qui apporte sa proposition. Bonsoir Rosalie, très belle thématique, surtout après des accidents qu'on connaît depuis quelques jours. Je pense que l'opposition camerounaise a vraiment problème de niveau. Comment veulent-ils faire quoi au Cameroun que c'est la route qui tue alors que c'est nous qui tuons? Ce que moi j'ai appris à l'auto-école, l'on doit être maître de son engin. Adapter sa vitesse, qui parlait des voitures? Adapter sa vitesse en fonction de l'état de la route, pas rouler à 200 km/h pour après nous dire que la faute du RDPC qui n'a rien fait pour entretenir les routes. Rosalie, voilà pourquoi j'ai toujours dit le RDPC est une voiture sans frein et l'opposition une voiture sans direction. Charles-Édouard de Yaoundé, ça c'est le genre de devoir à l'école, on disait HS. À l'époque, on disait souvent belle intervention, mais HS, du coup, on te donnait quand même, docteur Binam, on te donnait quand même un 7, tu vois, parce que tu t'es quand même battu à dire quelque chose d'intéressant. Ouais, mais qui est HS, quoi.
Ouais, très belle dans son chignon. Binam, l'enseignant, le bienvenu ce soir. Hubert, le grisien à Basilique de Tinga et du CAC, après le passage de mon ami Oscar hier. Mon ami Majesté, on donne d'un grand prêtron au sein de la Basilique de Toudi. Des Fossoquins qui vit la tristesse en ce moment, beaucoup de courage. C'est Thomas Massok, pauvre garçon qui n'attendait pas vivre ce drame à son retour de l'école. Non loin de chez moi, en allant vers le centre-ville à partir du collège Montesquieu, vous verrez au niveau des feux jouxant la SNI un trou béant qui au jour le jour est un obstacle tant pour les piétons que pour les véhicules. Les conducteurs des limousines jaunes seraient-ils des citoyens entièrement à part? Comment se fait-il qu'ils sont protégés par des syndicats? Je n'oublie pas que ceux qui payent des taxes pour avoir des conditions de travail et de sécurité fiables dans leur profession de jour comme de nuit. Où est le ministre de l'Intérieur avec son zoo et autres forces de l'ordre qui l'accompagnent afin de traquer cette horde de voyous séniles hantés d'un esprit démoniaque luciférien? Les bougardes aux environs de la cité Ongola sont devenus des cimetières de ces paisibles citoyens. Nomayos, Okola, Komtou et autres. La sécurité devrait disposer des ressources humaines et matérielles. Nos policiers, pour un billet de 500, laissent passer ces voyous et les caméras servent à traquer qui? Ouais, Éternel, viens à notre aide, car la peur règne dans la cité Ongola. C'est Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, belle thématique à l'ordre du jour. Concernant les agressions à bord des taxis, je pense que cette activité prend son essence dans le taux de chômage assez élevé dans notre pays. Les gens cherchent le travail et font ce qu'ils peuvent, hein, bien ou mauvais. La police à son tour ne fait rien. On vous agresse devant une caméra de la police, rien n'est fait. Après, on se demande à quoi nous servent ces caméras dont on ne connaît pas le véritable rôle. Vous parliez à cette situation, pour pallier à cette situation, les différents usagers doivent adopter les comportements de prudence, en notant non seulement l'immatriculation des taxis qu'ils empruntent, mais aussi le nom inscrit sur le badge qui est accroché dans le taxi. Votre fidèle téléspectateur, Jean Calvin Mindim, depuis Bétois. Bonsoir, bien le bonsoir aux invités d'Info TV et à sa présentatrice. Le problème d'insécurité dans les villes est très grave. Dans pas un pas sans être agressé, surtout dans les villes de Yaoundé. Ma proposition est qu'il faut ramener les contrôles de police dans nos villes, puisque les caméras installées là ne servent à rien. La présence des policiers en groupe patrouille peut dissuader les malfrats de leur sale besoin. Cela peut ramener un peu de sécurité et de confiance. C'est Philippe de Douala. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonsoir Madame Rosalie. Cette question d'agression est très compliquée à solutionner. Dans un pays comme le nôtre, dont même les caméras de surveillance routière ne voient que ce qu'elles veulent voir, je crois qu'il faut que les responsables de la sécurité au Cameroun communiquent au quotidien. Car un bandit qui sait qu'il est fortement recherché panique et commet des erreurs, voire même marquer un temps d'arrêt dans son activité. Séance depuis Soa. D'accord, Pierre et Sumba. Bonsoir. Bonsoir, Rosalie. Nous n'avons pas d'eau en Kolfoulou depuis vendredi. Nous souffrons également ici. Maximilien, Zogo et Toga. Le message est passé, Maximilien. Bonsoir, la Rosa Star. Les malfrats ne sont pas punis. On arrête par exemple les exhumeurs avec des ossements humains et on les présente en cachant leur visage. Tout simplement parce que ces coups n'arrivent qu'aux va-nu-pieds comme nous. Voyez-vous, quand un des leurs a eu le moindre souci, l'intervention arrive dans cette zone dans des minutes qui suivent. Dans le temps, tous policiers ont maintenu en service ou non intervenaient sur tous les actes d'incivisme. Ceux d'aujourd'hui ont une indifférence totale. C'est Jean-Paul depuis Yaoundé. Je vais dire quand même un mot sur le fait qu'on floute les visages. C'est juste parce qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à ce que le procès confirme la culpabilité. Et à partir de là, on peut dévoiler les visages. Tant que c'est pas fait, et cette présomption d'innocence oblige les hommes des médias que nous sommes à flouter les visages parce que on peut avoir quelqu'un qui est innocenté après, mais qui avait été traité de voleur au moment de l'arrestation. Donc on fait simplement notre boulot. On ne floute pas le visage parce qu'on veut contribuer à cacher le visage des voleurs, mais parce qu'on est professionnel. Voilà.
Bonsoir le panel, je suis ravi de voir que la thématique de ce grand soir est pertinente car l'insécurité dans nos villes est très grave, mais je crois que les autorités de ce pays doivent mettre à la place publique un mode de renseignement pour mettre à nu c'est hors la loi et aussi il faut la participation des populations pour enseigner aussi les autorités afin que ce système d'agression soit vite appréhendé. Mais les syndicats ne font pas aussi leur travail. Merci Rosalie et bonne soirée à tous. C'est Joseph François depuis Douala. Vraiment Rosalie, dites au monsieur en chemise rouge là qu'il fait des mauvaises analyses. Parce que ceci démontre que le problème de l'insécurité là n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Bonsoir madame, à Tinga, sous-préfecture Dubaï, les motos-taxis arrachent les sacs et les téléphones tous les jours. C'est Zoa depuis le Carrefour Golf. Voilà. Bonsoir Rosalie, le communicant du RDPC pas de solidarité avec des syndicats et l'État fait quoi? Il y a un service de renseignement qui est là pour détecter les mauvais gras, mais ne travaille pas assez bien. Tous ces agresseurs sont bien connus des autorités en charge de la surveillance de nos villes. Allez voir à Douala ou à Yaoundé, on les connaît très bien. Les caméras de surveillance sont là pour orner les villes. Je prends l'exemple de faux médicaments qu'on va toujours et on va nous dire qu'il connaît pas la provenance. Jules depuis Douala. Bonsoir, un chef de village qui traite des panélistes des bêtes. Majesté, ne cherchez pas ce soir. Hein. Bonsoir à vous Rosalie ainsi qu'à tout le panel. Pour le thème du jour, je dirais simplement que le niveau d'insécurité dans nos villes monte à un niveau exponentiel. Les agressions exaspèrent dans les taxis. Ouais, utilisez même le mot français là où il faut. Non? Comment les agressions exaspèrent? Bon, je vais laisser le cours de français ce soir. Je vais dire que sont excessifs. Dans les taxis, au quartier et partout ailleurs, on ne peut plus circuler en toute sécurité. Franchement, c'est vraiment déplorable. C'est Rostan Messanga, Université de Yaoundé 2, soir. Attendez, je continue ma lecture. Sans commentaire. Sans commentaire. Bonsoir, moi j'ai un problème avec vous les médias du Cameroun. D'accord. Comme on n'aborde pas ton problème, du coup tu as un problème avec nous. J'ai compris. Bonsoir le grand soir. D'où vient-il que je prends un dépôt et le taximan se trouve à portée d'autres personnes? Léonie depuis Soir. Mais tu refuses, Léonie. Bonsoir Rosalie ainsi qu'à votre panel. La question des agressions à bord des taxis et de façon générale, la question de la criminalité au Cameroun mérite d'être traitée avec une fermeté remarquable. La réponse à ce traitement se trouve dans la loi pénale, sauf que nous sommes dans un système de politique criminelle hybride et qui ne cadre pas avec la mutation du phénomène criminel dans notre société. Sa solution est dure. Elle consiste non pas à se limiter à l'application de la peine de mort, mais il faut revenir à son exécution. Mbolo Emile depuis Yaoundé, moi je demande une plage publicitaire et puis on se retrouve pour la suite. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Voilà, merci pour cette plage publicitaire. On en profite pour marquer un petit arrêt. Vous allez me l'accorder, vous autres. Je vais un peu échanger avec le docteur Alphonse Binan, qui est en même temps le directeur général d'ISTEC, la structure dont le spot vient de passer. On va un tout petit dire deux mots pour ceux qui nous regardent à l'instant. ISTEC, c'est quoi? Alors, je dirais que je suis... Même s'ils ont écouté le spot? Oui, je dirais que je suis peut-être pas encore le directeur général,
mais j'assume effectivement le directeur des affaires académiques et voilà. de la coopération. Donc, on considère que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Et je vous donne ce soir. Merci. Donc, ISTEC, effectivement, c'est l'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM. ISTEC naît effectivement plus précisément en 2021 d'un constat de son promoteur, c'est qu'il y a une flottitude effectivement des IPES, une floraison des IPES qui s'est créée, et puis on parle effectivement de formation professionnelle, mais pourtant il n'en est pas, n'est-ce pas, une. La plupart des IPES sont devenus des commerçants. Les étudiants y vont, finissent leur formation, obtiennent leur diplôme, mais ne savent rien faire. Donc c'est fort effectivement de cela que le promoteur, lui également fondateur de plusieurs établissements secondaires de la ville de Yaoundé et même ailleurs, a décidé effectivement de changer cette donne en mettant sur pied un incubateur des métiers. Donc ISTEC, n'est-ce pas, est un incubateur de métiers. C'est le tremplin pour les étudiants qui passent par là de bien se former et, n'est-ce pas, de se trouver un emploi. D'ailleurs, à partir effectivement de sa multitude de partenariats, ISTEC effectivement fait ce qu'on appelle généralement les positionnements. Donc dès que vous finissez, vous avez la possibilité d'être positionné dans la plupart des entreprises partenaires de ISTEC. Alors, est-ce qu'il y a des spécialisations où on peut avoir la chance d'avoir des formations en tout au niveau d'ISTEC, et surtout, est-ce qu'on a tous les niveaux BTS jusqu'au doctorat ou juste au master? Alors, c'est vrai que nous sommes dans un système LMD au Cameroun, n'est-ce pas, consécutivement à la charte qui avait été signée de l'Afrique centrale. Mais les universités privées, du moins ceux qui ne sont pas encore au niveau de l'homologation, n'ont pas la possibilité de former jusqu'en thèse de doctorat. Donc, nous nous arrêtons, n'est-ce pas, au niveau du master. Donc, nous formons les formations professionnelles, donc CQP, DQP, nous formons également en BTS, licence et master professionnel, dans des spécialités, des domaines aussi prisés, n'est-ce pas, dans le marché de l'emploi, tels que le domaine effectivement de la santé, voilà, le domaine de la gestion et le domaine de l'industrie, n'est-ce pas, de la technologie, et puis le domaine du droit. Donc, nous avons des filières spécifiques comme le gestion et management hôtelier, par exemple. Nous avons des filières comme génie civil bâtiment, génie civil travaux publics, génie informatique, génie logiciel et base de données. Et nous avons des filières médico-sanitaires, comme je vous l'ai dit, sciences infirmières, sages-femmes, odontostomatologie, kinésithérapie. Mais nous avons également une particularité que beaucoup, effectivement, n'y vont pas généralement. C'est que nous avons signé, nous sommes en phase de signature de l'accord de tutelle avec l'université de Tchang, surtout de la FASA. Voilà, la faculté, effectivement, d'agronomie, d'agriculture et quoi, des sciences agronomiques. Voilà. Donc nous formons... Pour les métiers de la terre. Les métiers de la terre. Nous formons, effectivement, dans les métiers de la terre, dont l'élevage, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire en général. Donc, qu'est-ce qui doit me donner envie de venir à ISTEC? Pourquoi êtes-vous différent? Qu'est-ce qui doit me stimuler si je suis une étudiante qui veut venir, qui veut poursuivre son supérieur, de choisir ISTEC? Alors, le truc, c'est quoi? Question très intéressante, Madame Rosalie. Que dirais-je? ISTEC, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement l'incubateur des métiers, d'abord. Mais en plus de cela, ISTEC, c'est son campus somptueux que vous venez tout à l'heure de remarquer, de le voir, n'est-ce pas, de voir à la publicité. ISTEC, n'est-ce pas, c'est des salles de classe tellement spacieuses, avec un effectif très réduit, des salles climatisées. Et ISTEC, effectivement, c'est des laboratoires et des ateliers. On touche du doigt ce qu'on apprend. Du doigt ce qu'on apprend. La réalité pratique. Donc, en réalité, celui qui passe par ISTEC et sort de là devient directement, n'est-ce pas, employable lui-même. Opérationnel, voilà, sur le terrain. Donc, ISTEC, c'est en ça. Et ISTEC également, c'est un campus avec une connexion illimitée.
Ah d'accord. Oui. Pas le genre de connexion où tu genre de cherches la connexion. Nous position. utilisons effectivement la connexion, fibre. oui, non pas la fibre optique. Nous utilisons Starlink. Ouais, le satellite. Oui, le satellite. Voilà. Nous utilisons la connexion satellitaire. Ça fait que l'étudiant qui vient, n'est-ce pas, même quand il a des heures creuses, il peut profiter, n'est-ce pas, dans ses recherches pour avoir, n'est-ce pas, la meilleure des connaissances et pouvoir pratiquer, en fait, sur le terrain. La rentrée, vous allez, n'est-ce pas, le constater. Nous avons eu notre première promotion de BTS et nous avons eu 100%. 100% et avec des mentions. Donc, parmi ceux que l'État du Cameroun, et plus précisément le ministère de l'Enseignement supérieur, va primer, n'est-ce pas, nos étudiants feront partie. Voilà, donc nous sommes pour fabriquer des majors, des entrepreneurs et des compétences. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, la rentrée, effectivement, était prévue pour le 7 octobre. Donc, la rentrée, n'est-ce pas, nous l'avons déjà... Elle est effective. Elle est déjà effective. Mais on peut toujours venir s'inscrire. Oui, mais on peut toujours venir s'inscrire. La rentrée pour les licences et masters, c'est le 1er novembre. Donc, nous avons commencé avec le premier cycle. Voilà, le cycle master qui est le second cycle. Le cycle licence aussi professionnel qu'on considère dans les IPS comme le début du second cycle aussi. Voilà, donc nous commençons le 1er novembre. D'accord. Voilà. Donc, quand vous êtes potentiel étudiant, vous avez eu votre baccalauréat, sachez que vous pouvez aller du côté d'ISTEC faire votre BTS, votre licence, en ce que vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes. Maintenant, si vous avez votre licence, vous voulez faire un master, n'hésitez pas également à y aller. La rentrée pour le master et la licence, c'est le 1er novembre. Alors, où est situé ISTEC pour sortir de cet échange? Alors, ISTEC est situé dans le 6e arrondissement, n'est-ce pas, de Yaoundé. Je comprends pourquoi vous avez souri tout à l'heure quand il décrivait les actions. Vous comprenez très bien pourquoi je souriais. Donc, ISTEC est situé effectivement dans l'arrondissement de Yaoundé 6 et plus précisément à la montée du centre des handicapés, à l'entrée CNPS. La route est toute goudronnée, n'est-ce pas? Le promoteur a également bien fait de mettre effectivement les lampadaires sur tout le long, n'est-ce pas, du tracé. Donc, ça fait que vous longez simplement l'entrée du centre des handicapés et vous allez trouver le beau bâtiment, effectivement. Voilà, le message est passé. Je pense qu'on a eu le numéro de téléphone tout au long de la publicité, sauf si vous voulez le réitérer. Sinon, toute l'information a été donnée. On va encourager les uns et les autres. N'hésitez surtout pas. C'est pas caché, ça en vaut la peine. Aujourd'hui, on a un gros souci de formation au Cameroun. Je parlais d'un étudiant tout à l'heure qui m'a employé les gros mots en français pour rien. Il faut aller vous faire former là où ça en vaut la peine. On a beaucoup d'écoles, mais on a ISTEC. Exact. Merci d'être avec nous. Allez, une autre petite transition et puis on revient pour poursuivre cette émission. Le 19 octobre. Rendez-vous pour la bataille des géants. En jeu, la ceinture poids lourd. En direct de Riyad. Attention à l'impact. Nganou Ferreira, c'est samedi à 19h30 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Publicitaire, juste pour rappeler également aux annonceurs qui n'hésitez surtout pas. Vous le voyez, même au grand soir, on peut passer, dire un mot, deux, pour faire vivre vos produits. On le fera avec les ISTEC. C'est au niveau de la montée Touguébé, entrée CNPS. Ça ne peut pas être raté. D'ailleurs, la pancarte est au niveau de cette entrée-là. Et puis, vous suivez simplement le guide. Vous arrivez à destination. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette opportunité de se faire bien former. Ça, c'est important. Avoir une bonne formation. Parce qu'on a des formations aujourd'hui dans ce pays qui nous donnent la chair de coq.
Par la chair de poule. Allez, on va poursuivre cette émission à présent en s'intéressant à cette question d'alimentation, d'insécurité alimentaire. On sait qu'aujourd'hui, c'est une journée consacrée justement à l'alimentation dans le monde. On le sait, c'est un gros problème dans beaucoup de pays. L'accès au minimum alimentaire n'est pas toujours possible pour beaucoup de personnes. On va pas citer les coins ou même manger au quotidien. On va s'intéresser à nous au Cameroun, Hubert Mvolo, où aujourd'hui on a des Camerounais qui vivent avec un montant en dessous de 1000 francs CFA au quotidien, qui n'ont pas toujours accès à la bonne qualité des aliments et même à la quantité, parce que si tu n'as pas la qualité et même la quantité, c'est pas évident, tout est coûteux, les prix montent, la majorité, ce sont la part belle à nos productions locales au Cameroun. Il est clair que la production locale est cette solution idoine pour pouvoir justement résoudre ce problème qui se pose avec acuité. La question de l'alimentation, de toute façon, on a besoin de s'alimenter. D'abord pour vivre, on a besoin de s'alimenter pour servir, on a besoin de s'alimenter pour son épanouissement propre. Et donc c'est un problème sérieux. Il y a un problème de qualité, et il y a un problème de quantité. Je commencerai par la qualité. La qualité est fortement tributaire à nos mentalités. Parce que, c'est pas moi qui le dis, il y a eu beaucoup de campagnes là-dessus pour dénoncer ceux de nos vendeuses qui, vendant cher, utilisent les produits très peu recommandés. Vous savez que le formol est utilisé, pas qu'il a été utilisé, est utilisé pour, n'est-ce pas, entretenir les produits. Faire mûrir les produits précocement. Et donc, en réalité, asperger du formol. On disait qu'il n'est pas normal que pendant qu'il fait chaud, que vous couvez, par exemple, les légumes tout frais sous le soleil. Ce n'est pas logique. Sans mouche. Vous arrivez là, vous achetez aux hommes à midi, il fait chaud, et la feuille c'est encore toute fraîche. Vous ne pouvez qu'acheter que si elles viennent directement du champ. Et même quand ça vient du champ, il faut que le champ là soit très proche du marché. Si ça vient d'un Goulmokon chez moi, pour arriver ici, même si c'est la porte d'à côté, ce ne sera pas évident. Donc il y a ce problème de qualité, et il y a maintenant le problème de quantité. La quantité, c'est que la vie coûte très cher. Cette vie qui coûte cher n'épargne aucun produit, même le manioc. À l'époque, quand j'étais encore plus jeune, j'étais à Douala. Quand c'était pas nous, c'était les autres. Nous allions souvent au marché Dakar. Au marché Dakar a la particularité que c'est un grand espace de commercialisation de la banane plantain. Et là-bas, on pouvait ramasser les bananes pour aller préparer. C'est-à-dire que vous ramassez les bananes cassées, les bananes. Mais si vous allez encore là-bas aujourd'hui, même les bananes cassées sont commercialisées. C'est-à-dire qu'on ne commercialise pas seulement la banane pourrie, parce que personne ne peut l'acheter. Donc, même les vendeurs ne négligent plus rien. La vie est vraiment devenue très chère, vous l'aviez dit. Et le dernier rapport de l'Institut national des statistiques le disait fort à propos en Camerounais. Ceux qui vivent bien, du moins 90 ou 75, 80% vivent avec moins de 1000 francs. On situe, quand on dit moins de 1000 francs, ce n'est pas 900. On situe ça entre 750 et 800. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir même s'acheter le macabo? Hier encore, je parlais avec madame, on disait que, je lui dis que, mais pourquoi tu ne prépares pas le macabo ici à la maison? Elle me dit, tu parles le macabo. Le macabo, pour l'avoir au marché, ces derniers temps, c'est pas facile. Et l'autre chose, c'est la capacité à écouler, j'ai envie de dire, à partir des points de production pour la ville. Il y a des endroits où, si vous arrivez, vous trouvez abondamment la nourriture. Mais, pour que les producteurs partent de ces coins reculés pour rejoindre les centres de commercialisation qui sont les grandes métropoles, c'est un problème. Et ça pose un autre problème, la question de la route. Chez moi, à Lobon, là, dès que vous sortez de l'autoroute qui nous a aidés, monsieur, vous ne pouvez plus vous mouvoir facilement. Parce que l'autoroute passe par là. Ça passe. L'autoroute passe par Lobon. Ce n'est pas à Lobon. Mais dès que vous sortez de là, pour quitter d'un coin et rejoindre l'autoroute, je vous dis que c'est de la mer à boire. Il y a des jours où les voitures ne passent pas. S'il pleut le matin, s'il pleut la nuit,
personne ne voyage parce que les routes sont coupées. Et si c'est un point d'approvisionnement, ce jour-là, Yaoundé, du moins la partie de Mokolo qui sera alimentée, il n'y aura plus rien. Donc la question de la route également a une responsable très poussée sur la qualité des produits que nous recevons et on est obligé de le décrier. C'est un problème de gouvernance. Gouvernance globale, revoir à la hausse les revenus, essayer d'améliorer les conditions de mobilité, n'est-ce pas? Et travailler sur la mentalité des citoyens. Mais aussi, on dit il faut refonder la mentalité. Il n'est pas normal que vous aspergez le formol sur la nourriture. Parce qu'on sait qu'à l'époque, on versait le formol sur les gens décédés. Pour que pas à l'époque, on continue. Et quand un citoyen prend le formol, il verse sur la nourriture, il vend. Parce qu'il cherche l'argent. Est-ce que c'est sérieux? Donc c'est un problème de mentalité aussi. Il faut travailler à ce niveau. Il faut que les Camerounais changent de mentalité. On parlait des braqueurs tout à l'heure, des voleurs. On dit également que ceux-là sont également comme ceux qui assassinent les taximans. C'est des assassins. Et ils doivent être décriés. Voilà, Majesté, à votre avis, lorsqu'on écoute mon cher Hubert Volo, on se dit qu'à un moment donné, peut-être on aura du mal à implémenter l'alternative produits locaux, simplement parce que les conditions d'utiliser ces produits locaux ne sont pas réunies. Oui, je crois qu'au-delà de ce que M. Hubert Volo dit, il s'est beaucoup plus appesanti sur la qualité des produits. Je lui en sais gré parce que au-delà, il a évoqué les produits frélatés comme l'utilisation du formol sur certains produits. Je pourrais ajouter par exemple la consommation de certaines boissons où on a retrouvé il y a de cela quelques jours dans certaines maisons closes. Je crois que c'était à l'ouest. Des gens qui inventaient le Heineken, la marque Heineken, avec tout ce que ça comporte comme un produit, c'est-à-dire que il semble qu'il y a les urines dedans. C'est ça. Donc c'est pas capitalisme à outrance. Oui. Le problème de l'insécurité alimentaire que vous posez est un problème réel. Je voudrais aller donc au-delà, n'est-ce pas, des problèmes spécifiques de la qualité. Je crois que le Cameroun, les produits de consommation que le Cameroun, que les Camerounais ont l'habitude d'utiliser, c'est beaucoup plus le riz, le poisson, un certain nombre de choses, peut-être l'huile, la farine et le sucre, tout ça là. Le Cameroun, nous avons des problèmes, n'est-ce pas, alimentaires, parce que sur, par exemple, la consommation du riz, je préfère m'appesantir là, où la demande locale donc de la population camerounaise est une demande peut-être de 900 000 tonnes. 900 000 tonnes. Sont disponibles 300 000 tonnes. Vous comprenez que... Il y a un gap de 600 000 tonnes. Il y a un gap de 600 000 tonnes. Et c'est pour cela que vous voyez que les importateurs, on est souvent obligé, n'est-ce pas, de faire appel au ministère du Commerce, faire appel aux importateurs, et les importateurs font souvent de la surenchère lorsque les fêtes viennent comme ça, lorsqu'on approche les fêtes. Tant que nous n'avons pas, sur le plan local, pu arriver à résorber ce genre de choses, il est difficile de parler de sécurité alimentaire. Il est difficile de parler de sécurité alimentaire. Pendant combien de temps est-ce que nous allons, n'est-ce pas, courir après cette sécurité alimentaire? Il faut une production locale qui puisse résorber, n'est-ce pas, la consommation locale. Moins de 2/3. Oui. Il faut que nous puissions produire pour que, c'est-à-dire que sur le plan local, nous puissions produire pour pouvoir... Suffisamment. Oui, suffisamment pour pouvoir... Mais il disait tout à l'heure qu'on peut produire, mais on n'a même pas moyen d'acheminer vers les zones de consommation, que c'est peut-être ça qui bloque aussi. Oui, disons qu'il faut d'abord même produire. Il faut d'abord même produire. Ça, c'est pour le peu qu'on produit, mais ce que la Majesté dit aussi. C'est ça, il faut d'abord une échec justement dans la production. On n'arrive même pas à produire ça. Le peu qu'on produit, on ne parvient pas. Oui, on n'arrive même pas à produire ça. Donc, c'est un appel à tout le monde. C'est-à-dire que ce soit
au gouvernement, que ce soit aux Camerounais que nous sommes. Nous devons beaucoup plus cultiver encore et le manioc, et le riz, et le macabo. Et tout ce qui peut... Je me rappelle que la dernière fois que j'ai mangé un macabo. Ouais. Il est très bon le macabo. Qu'on nous puisse nous-mêmes nous nourrir. Lorsqu'on parle par exemple du poisson, le poisson, la consommation locale est d'environ peut-être 1 200 000 tonnes, tout ça là. Mais sur le plan de la production locale, on est peut-être à 400 000 tonnes. Et tout ça là, il y a peut-être 800 000 à 900 000 tonnes qu'il faut importer. Vous comprenez pourquoi est-ce que les importateurs de poissons sont tout puissants. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut que nous puissions nous battre pour faire de la production locale, pour rattraper tout ça. Il y a beaucoup de choses à rattraper et je préfère m'arrêter sur ces deux exemples pour ne pas aller loin. Et je crois que les Camerounais ont beaucoup travaillé, a beaucoup produit pour rattraper, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire. Alors Jean-Colin de Fossoquin, on nous invite tous à produire, même si la question de la possibilité de produire se pose également. Parce qu'on a la volonté, mais on produit comment? Aider par quoi? Avec quels moyens? C'est terrible, hein? Pour pouvoir... Rosalie, je vous assure que je suis parti, tout ce qu'il y avait est parti quasiment en fumée, non pas parce que ça n'a pas donné, mais il faut suffisamment de moyens. Suivre. C'est terrible. Allez, je prends le champ dans la broussaille parce qu'il faut l'argent pour aller défouler. Voilà. Mais toi même tu peux te lancer sans. Non, c'est pas ça, ça pose le problème. Oui. C'est de manière globale. C'est pour dire que si nous pouvions quand même un peu, nous pouvions mettre. Nous, on s'en sort pas. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Il faudrait peut-être qu'on accompagne ceux qui essayent. Oui, Rosalie, vous savez, la sécurité alimentaire dans un pays est un enjeu politique. Il faut le dire, c'est un enjeu politique. Parce que la première chose que recherche l'homme politique, c'est de s'assurer que sa population mange à sa faim. Vous comprenez? Mais au Cameroun, vous savez qu'il y a un homme politique d'ailleurs à qui j'ai pensé quand j'entrais ici, Feu Bernard Djonga, qui s'est vraiment battu avec le crack pour que le Cameroun, n'est-ce pas, puisse atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance même alimentaire, l'autonomie alimentaire. Vous savez qu'à un moment donné, on était obligé d'aller prendre les poulets congelés. Grâce à lui, on mange du poulet. Aujourd'hui, les Camerounais s'y sont encore lancés et on peut avoir de la volaille, n'est-ce pas, naturelle au Cameroun aujourd'hui. Donc, en réalité, au Cameroun, on ne veut pas parler d'insécurité alimentaire, en réalité. Du tout. Parce que toutes les terres du Cameroun sont fertiles. Il n'y a pas une terre, un espace au Cameroun qui ne soit pas fertile. Tout à fait. Comprenez ça? Et c'est des espaces, n'est-ce pas, adaptés à certaines cultures. Aujourd'hui, on nous parle du riz qui est déficitaire pour notre alimentation, mais en réalité, s'il y avait une politique nationale, n'est-ce pas, d'encouragement de la jeunesse à cultiver du riz, ça, je vous assure qu'on aurait du riz à profusion. Vous comprenez? Je suis sûr que même dans le Grand Bam là, si on s'engage à cultiver du riz là-bas, c'est ça, on ne peut plus aller chercher du riz en Chine. Il y a simplement il y a un peu que le gouvernement, en réalité, n'accompagne pas la jeunesse du point de vue agricole. En réalité, quand on parle de Piazzi et de cet argent, tout ça là, le crédit agricole, les banques de PME, moi je savais qu'en fait, c'était des dispositifs qui consistaient à se rendre comme, ok, Hubert Volo a déjà 2 hectares. Et il y a mis du plantain, il a mis de la banane, et il semble qu'il a un problème pour défricher le champ. Alors, un expert se rend sur le terrain et réalise qu'en fait, Hubert Volo ne commence pas, mais il est déjà dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est déjà un acteur de terrain, c'est-à-dire que, mais il y a des difficultés. Tout à fait. Vous comprenez? Or, maintenant cet argent, on vient simplement le soutenir. Malheureusement, vous voyez, le Piazzi vient financer les gens qui n'ont rien commencé. On vous demande que vous êtes dans quel parti. Voilà. Ça n'a rien à me donne parce que je ne suis pas est-ce que tu as ta carte? Tu as trop parlé, je ne te donne plus rien. Donc en fait, il faut résoudre un problème de faim. Voilà. En fait, c'est ce que je pensais. Malheureusement, c'est pas ça. Et les jeunes sont là, ils se battent, mais à la machette, n'est-ce pas, et on ne fait rien pour les accompagner. Autre chose. Il faut aussi savoir, mon cher Onondo, qu'il y a une adéquation entre sécurité alimentaire et croissance démographique. Oui, ça, il faut le dire. Parce que pour autant, la population croît, mais il faut aussi tout faire pour qu'il y ait des possibilités de nourrir cette population-là. Et quand on y mêle, n'est-ce pas,
que les pays voisins viennent plutôt prendre la nourriture chez nous, Tout à fait. ça pose maintenant un problème de la cherté de la vie. Ouais. C'est qu'on peut avoir de la nourriture, mais être dans l'incapacité De s'en n'est-ce pas, offrir de s'en sur offrir, place. d'approvisionner, parce que nos voisins, n'est-ce pas, viennent payer cher. Non, ils achètent les champs. Voilà. Merci. Oui. Ils achètent au champ. Ils achètent au champ. Ils achètent les champs des plantains. Quand on a pris au champ, qu'est-ce qu'on devient? Maintenant, Majesté, on donne donc. Qu'est-ce que vous faites donc pour faire en sorte que nos voisins ne viennent pas nous mettre en insécurité alimentaire? On a une question comme ça que je peux poser. Question ouais, tu peux ouvrir le débat à autre chose. Celui qui paye mieux. C'est clair, hein? C'est de bonne Ils achètent les champs. Je vais prendre d'ici. Heureusement que ma mère, Adèle, ne vend pas encore nos champs, sinon tout ça serait à mort. Oui, docteur Alphonse Binama, comment on fait? Parce qu'on comprend ici que la solution, c'est de faire de nos produits locaux alternatifs, mais la faisabilité rencontre encore des difficultés. Alors, il faut savoir que, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de causes endogènes, n'est-ce pas, qui créent l'insécurité alimentaire. Nous avons d'abord un fort phénomène, n'est-ce pas, d'exode rural. Ce qui fait en sorte que la plupart des jeunes, déjà la population camerounaise est à plus de 70%, n'est-ce pas, une population jeune. Mais toute cette population accourt vers effectivement les zones urbaines, laissant les zones rurales à des personnes âgées. Voilà. Ce qui fait que nous avons effectivement ce gap qu'il faut compléter. Il faut créer des politiques publiques pour ramener les jeunes effectivement vers les zones rurales, voilà, afin de booster la production. La deuxième des choses, je fais mien effectivement les propos de mon cher collègue, n'est-ce pas, Hubert Volo, oui, et effectivement le président. Il faudrait effectivement que qu'on ait une adéquation entre les bassins de production et effectivement les bassins de commercialisation. Il faudrait que l'État mette sur pied, n'est-ce pas, une sorte de ligne. On sait que ici c'est le bassin de production. Comment acheminer la production vers effectivement les zones fortement peuplées. Ça, c'est un problème très important. Mais ce qu'il faut également remarquer, c'est que nous subissons de plein fouet, n'est-ce pas, les réalités péjoratives du capitalisme. Je crois que c'est le prochain président de la République, s'il en aura, n'est-ce pas? En 2025, le candidat de l'ATP. Ça peut être le même, mais c'est le prochain président du Cameroun. Non, ça peut chuter. Si on docteur. Quand ce président, n'est-ce pas, vient avec un nouveau système, n'est-ce pas, je pense qu'il faudrait qu'on revienne vers les fondamentaux, c'est-à-dire la communautarisme. C'est ça que nous parlons de la refondation du parce Cameroun. que, vous savez, le bien public est le bien pour tout le monde. Il faudrait effectivement que ceux qui sont, n'est-ce pas, là, qui nous dirigent, aient la capacité de produire et de redistribuer. Mais le modèle capitaliste a fait en sorte que il y a des gens qui s'enrichissent à coups de milliards, pendant qu'il y a effectivement d'autres qui sont très pauvres. À coup de Didi Frère. Non, Rosalie, si vous permettez, je voudrais également faire remarquer. Sur le cliché, je n'attends pas mon aîné, mon ami. Non, est-ce que tu l'attaques? Sur le cliché, c'est moi la bête. on doit faire une analyse réelle. Comprends? Je ne s'adapte pas au slogan de l'import substitution. L'import substitution visait justement à pallier ce gap que lui-même a décrié par la production locale. Et au-delà des slogans, il y a donc une batterie de mesures d'accompagnement. La question c'est, dans le contexte, dans le débat de l'impôt substitution, qu'est-ce qu'on en a fait au-delà des slogans? La réponse c'est rien, puisqu'on donne, donc lui-même a reconnu qu'il manque le poisson, il manque le riz, on ne mange pas la banane, et le macabo est rare. Pourtant, on peut en produire. Oui, effectivement, pour consacrer sa question, qu'est-ce qu'on a fait de l'impôt substitution? Je crois qu'on a consacré 136 milliards à l'impôt substitution qui a été mis sur pied
et qui est en train, n'est-ce pas, de continuer. Mais je voulais dire... Voici Hubert qui nous dit... J'ai donné à Majesté une minute. Parce que... Il y a les banques pour ça. Il y a les banques pour ça. Il y a la régionale banque qui existe même pour aider les gens pour ça. Au-delà de ça, au-delà de la quantité des produits que nous devons faire, mais il faut éviter, n'est-ce pas, les faussaires. Parce que le docteur, ils sont les faussaires, les produits, ils ont l'habitude d'encourager. Et tout c'est ça qui fait que le Cameroun marque le pied sur les gens qui font les faux produits pour vendre aux Camerounais. C'est ça qu'il faut éviter. D'accord. Voilà, produits locaux comme alternative, Minalmi. Ne disposant d'aucune réelle politique agricole dans ces vastes terres arables, où les aristocrates du rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards s'engraissent dans le foncier à nous donner des céphalées vasculaires cérébrales. Nous nous contenterons de ce dépotoir venu d'autres pays pendant que les grandes productions de chez nous, comme le jus d'ananas du Nongui, iront à l'extérieur. Oui, encore une autre mort lente. C'est Massok Thomas. Rosalie, on booste la production locale avec les où est passée la mécanisation qui aurait permis d'atteindre l'objectif de la politique d'import-substitution? Rosalie, si on te montre la géographie des importateurs de riz, tu comprendras immédiatement pourquoi le gouvernement n'encourage pas la filière risicole. C'est M. Zigli qui nous le dit. Bonsoir encore une fois, Madame Rosalie. Relativement à votre deuxième sujet, la sécurité alimentaire a plusieurs causes, parmi lesquelles l'abandon de l'agriculture de subsistance, je suppose, hein, parce qu'il a mis de substance familiale. D'accord. L'exportation vers les pays voisins de la production agricole nationale, une adaptation des productions des populations rurales au changement climatique, le faible pouvoir d'achat des consommateurs, la recherche effrénée du gain par les commerçants. Toutes ces causes réunies favorisent l'accroissement d'une offre de production déficitaire et l'extension d'une demande économiquement sinistrée. La solution serait de réguler le marché en plafonnant les prix et en réduisant les exportations. C'est Mbolo Émile qui nous écrit depuis Yaoundé. Bon, rebonjour. Le problème de l'insécurité alimentaire est assimilé à celui des braqueurs, des détournements, des agresseurs. Ils cherchent le gain facile, avoir de l'argent à tout prix, et tous les prix, à tous les prix. Et même ce genre de manière de faire par certaines mamans qui le dimanche portent les cabas blancs pour aller à l'église. Elles sont toutes blanches de l'extérieur, mais de l'intérieur sont pourries. Que Dieu me pardonne et protège du Cameroun. Philippe de Douala pour parler justement du format dont vous parliez tout à l'heure. Bonsoir au fils de Mungué qui est au plateau, Tekel Jacques de Munguezon à Grande Forêt Vierge. Mais le problème de route reste un grand frein. Qui est le fils de Mungué sur ce plateau? C'est vous, docteur? Qui a souri un peu. Ben, on est en train de vous retrouver alors. C'est ça qui est super avec cette émission. C'est que même quand vous sortez, on réussit toujours à vous rattraper. Merci, docteur Alphonse Binam, d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Vous savez que c'est chez vous ici, Info Télévision. Vous venez quand vous voulez. Voilà. Merci, Hubert Volo. Saluez le président est aimé de ma part. Il vous salue. Voilà. Merci, Sa Majesté. Patrick Marius Ndondo allait devenir menacer mes invités ici. Et merci à vous, président Jean Collins de Fossoka. Beaucoup de courage dans votre combat. Ismaël était encore derrière les caméras. Oui, mon bébé Célestin a été donc à la diffusion. Il a mixé cette émission. Merci à Jean-Martin Kenfak. Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiele pour le journal en langue de Shakespeare. Karine Comon sera là à 20h pour le journal en français. Thomas Dakin-Di viendra vous livrer le débat. Nous sommes mercredi, non? C'est à jeudi. D'accord, ah oui, c'est plutôt la science avec l'apôtre, non, l'archevêque à 21h. Vous aurez l'occasion encore de voir. J'ai encore les anciens réflexes et pourtant c'est moi qui écris ça. Je vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie des programmes d'Info Télévision. Tout le bonheur c'est ici. Respect, monsieur Doneva. À demain, 17h.